de l'économie globale. Ces 500 plus grosses sociétés n'ont plus de frontières aujourd'hui. Donc il faut que la France devienne de nouveau concurrentielle dans un monde globalisé. En même temps, la France est l'une des grandes entreprises, hein, justement. Vous parliez des 500 plus grandes entreprises. 500 plus grandes entreprises, on a des grands groupes en France. Beaucoup plus dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. C'est pour ça que je dis ça. En dehors des États-Unis, il y a 23 groupes des top 500 qui sont basés en France, qui est très important, plus qu'en Allemagne. Si on revient peut-être sur le regard étranger, votre regard en l'occurrence sur le marché du travail français, puisque ADECO, vous êtes présent évidemment en France, mais vous êtes aussi très présent dans le reste du monde et en Europe. Est-ce qu'effectivement vous voyez des grosses disparités entre la France et les autres pays? Malheureusement, oui. Hein, quand on regarde aujourd'hui, si je peux citer nos chiffres pour le deuxième trimestre, on a eu une croissance de 10% en dehors de la France. Et nous avons quand même chez ADECO une avance de au moins 9 à 12 mois sur l'économie. Et donc nous avons connu cette croissance de 10% en dehors de la France. 18% en Italie, quand même un pays qui est toujours en récession au deuxième trimestre, mais 18%. 21% en Espagne, donc l'Espagne est en train de revenir. Nous sommes toujours à zéro en France. Si nous avons une avance sur l'économie de 9 à 12 mois, c'est plutôt pas une bonne nouvelle pour la France pour les mois à venir. Et on le voit dans les chiffres. Et on le voit dans les chiffres d'aujourd'hui, les taux de chômage a de nouveau augmenté. Et ce qu'on a oublié à dire tout à l'heure, c'est le taux de chômage parmi les jeunes. Parce que le taux de chômage de 11%, parmi les jeunes, le taux de chômage est 24%, jusqu'à 25 ans. Ça veut dire qu'une personne sur 4, un jeune sur 4, en dessous de 25 ans, ne participe pas à l'économie. Je pense que c'est très grave. Et donc il faut absolument faire en sorte que l'industrie revienne sur la France pour justement mettre ces jeunes au travail, parce que ce sont souvent les peu qualifiés ou les moins qualifiés qui n'ont pas de travail aujourd'hui. C'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure. Alain Juppé, votre réaction, alors peut-être sur la femme de Denis Kessler. Oh, j'ai la même passion que Denis Kessler pour La Fontaine, le plus grand auteur. Je me rappelle une brève expérience d'enseignement. Quand j'ai fait mon stage d'agrég, je commentais les fables de La Fontaine devant une classe de 4e du lycée Janson de Sailly. Je me délectais en lisant La Fontaine et j'avais face à moi des jeunes qui étaient complètement obtus et qui ne participaient pas du tout à l'enthousiasme qui était le mien. J'étais un très mauvais professeur. C'était la seule conclusion à en tirer. Mais au-delà de La Fontaine, quelque chose qui me préoccupe un petit peu dans ce que nous disons autour de ces tables rondes, c'est que, bien sûr, en France, ça ne va pas bien. Et se le cacher, ce serait être irresponsable, parce que c'est la lucidité qui permet de déboucher sur les réformes. Mais il faudrait quand même aussi, de temps en temps, positiver et montrer que la France n'est pas le dernier des derniers, qu'elle ne se traîne pas en queue de peloton. On est 5e puissance économique du monde, je ne sais pas si ça va durer longtemps, parce que les autres mondes montent, mais enfin, on l'est quand même aujourd'hui, et on a un certain nombre d'atouts. Je pense que ça aussi, ça serait très important, c'est de valoriser ces atouts pour rendre confiance aux Français dans leur avenir. Alors les atouts, vous les connaissez, on les liste habituellement, sur la capacité d'épargne, bon, je mets un bémol après ce qu'a dit Nicole, naturellement, sur notre démographie quand même. Hein. L'Allemagne a un grave problème démographique, que nous n'avons pas. Et d'autres mondes aussi, la Russie, etc. Quand on est en Amérique du Nord et qu'on parle des infrastructures françaises, il y a beaucoup d'envie sur le réseau que nous avons développé. Notre système de formation, j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, mais il y a des pépites. Hein. L'école de mathématiques française est une des meilleures du monde. Donc voilà, on a quand même des atouts qu'il faut jouer, qu'il faut valoriser pour rendre confiance. N'accablons pas nos braves concitoyens sur un diagnostic qui serait trop négatif. Non, mais c'est intéressant aussi d'avoir quand même la manière dont nous sommes vus, qui revenez de Montréal, où vous êtes souvent. C'est intéressant d'avoir un peu le regard. Et l'image de la France, curieusement, pas si mauvaise que ça. Alors on ne comprend pas, hein, bien sûr, les 75%, etc., sortent de fariboles comme celle-là, mais en même temps, on garde une admiration pour ce pays qui a une créativité. Je parlais aussi parmi les atouts qui sont les nôtres. On a quand même, malgré les difficultés de formation qui ont été évoquées tout à l'heure, une jeunesse formidable, une créativité formidable. Quel est le pays? C'est une étude qui a été faite par la Fondapol en Europe, où on a eu, dans la période de 2007 à 2012, si je me souviens bien, le taux de création nette d'entreprises le plus élevé.
C'est la France, c'est pas l'Allemagne. Alors, on dira, c'est les auto-entrepreneurs, très bien, mais on a un potentiel de création qui est très très fort. Il y a quelques jours, on lance à Bordeaux la candidature de notre ville au projet du gouvernement qui s'appelle French Tech, pour faire labelliser notre ville à cette opération qui consiste à mettre en avant toutes les filières numériques. En l'espace de quelques jours, on réunit dans le grand hall de la Chambre de commerce 1 millier d'entrepreneurs de l'agglomération qui viennent là pour se porter candidat et essayer d'étoffer notre dossier. Donc voilà, on a ces atouts, il suffirait, me semble-t-il, peut-être de pas grand-chose, avec un peu plus de liberté, un peu plus d'oxygène, un peu plus de responsabilité, pour que la France puisse à nouveau retrouver son rang et son dynamisme. J'ai l'impression que vous avez un facteur sur la gauche de la RGP. Oudjambi. À l'AJP a parlé des forces de la France. Je suis tout à fait d'accord. Tout pays a ses forces, a ses faiblesses. Quand on regarde le chômage en France, je pense qu'il y a 3 choses qui ont été à l'origine de ce problème. Chômage, c'est un phénomène superficiel. Derrière, c'est quoi? D'abord, comment on regarde le travail. Vous savez, je suis venu en France en 1998. Vous avez vu cette loi 35 heures. Alors, tout au long de mon séjour, à peu près 5 ans en France, j'ai expliqué aux Chinois qui sont venus en visite en France, 35 heures, tout le monde a appris. Pourquoi? D'abord, aux yeux des Chinois, le travail, c'est la source créatrice de la richesse. On veut la richesse, on ne veut pas la source. C'est tout à fait contradictoire. Et ensuite, le travail, ça c'est quelque chose de noble. Si on regarde le travail comme un fardeau, le moins possible, alors, dans ce cas-là, qui fait le travail? On n'encourage pas le travail, on encourage la paresse. Nous vivons un monde très compétitif, avec 35 heures. Vous coupez votre compétitivité. La compétition est tellement forte et 35 heures, vous montez le coût du travail. Donc vous réduisez votre compétitivité. Ça c'est le problème. Ça c'est le premier. Le premier facteur qui est à l'origine de ça. Ensuite, comment l'on regarde les chefs d'entreprise? Les Chinois, nous avons vécu cette expérience. À partir de la fondation de la République populaire jusqu'à 1978, les chefs d'entreprise étaient considérés comme des exploiteurs, des malfaiteurs qui sont condamnés à disparaître. Avant, il y a 35 ans, secteur privé en Chine, 0. Aujourd'hui, secteur privé, 65% de l'économie chinoise, qui crée 75% des emplois, qui paye 60% des impôts. Alors, il y a 35 ans, pas de chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons à peu près 50 millions de chefs d'entreprise. Si les Chinois n'ont pas eu ça, la Chine n'aurait pas été celle d'aujourd'hui. Merci de ce témoignage. C'est Deng Xiaoping qui a décidé qu'il y aurait des chefs d'entreprise en France, en Chine, pardon. Oui, c'est ça. Vous savez, Deng Xiaoping, qui a fait ses études en France. Ah ben voilà. Et une fois, le président Jiang Zemin m'a posé cette question. Pourquoi M. Deng Xiaoping a préconisé l'ouverture à la réforme? Ce n'est pas le cas de mort. Mon explication à moi, c'est que les deux hommes d'État ont eu des parcours différents. Deng Xiaoping, il est venu en France en octobre
1920 à l'âge de 6 ans. Il est reparti de la France en janvier 1926 à l'âge de 21 ans. De 16 ans, 21 ans, c'est une période très importante pour un homme. Mort ne connaît pas du tout le monde occidental. Toute sa vie durant, il a été 2 fois en Union soviétique, c'est tout. C'est pourquoi les Chinois regrettent. Alors, cette année marque le 50e de relations diplomatiques entre nos deux pays. Si après les relations diplomatiques, si Mao était venu en France, peut-être qu'il n'aurait pas fait la révolution culturelle. C'est une autre fable, en l'occurrence, qu'a raconté Wu Jianming, mais aussi on voit bien l'intérêt, ça fera le lien, l'intérêt peut-être de la formation, le fait de connaître les choses. Votre fable, mine de rien, était quand même très très dure sur la situation en France, Denis Kessler.